Donc, je vais juste vous parler je vais vous parler du rôle du SDA, de notre action passée, présente et à venir. Voilà, je vois le fan club. Alors, la commande, comment ça marche? T'as juste oublié de m'expliquer où il fallait que j'appuie, là, sûrement? La principale. Voilà, donc le syndicat a deux axes majeurs. Un axe politique qui est assez médiatisé, que la plupart d'entre vous connaissent, et puis un axe un peu plus pratico-pratique au service des adhérents, de nos adhérents, qui nous demandent des questions. Donc on va regarder un petit peu les deux rôles du syndicat. Alors, on est un syndicat de diplômés et on défend avant tout l'exercice en tant que profession de santé. Donc, on a une orientation de professionnel de santé. Voilà. Alors, un petit rappel, j'avais prévu de faire 25 diapos historiques et on m'a dit que c'était peut-être un peu trop, donc on va essayer d'en faire qu'une. La profession est désormais très connue et je pense que son image s'est améliorée récemment. Très récemment grâce à la réforme du 100% santé, mais elle s'était dégradée. L'image de la profession, au début des années 2010, a été très attaquée par, grosso modo, trois facteurs. On a eu les plateformes, les réseaux de soins, qui avaient pour mission de faire baisser les prix pour le remboursement des mutuelles. On a eu l'apparition des discounters, qui étaient probablement un peu liés aux réseaux de soins également. Et puis, les assistants d'écoute. Ça a abouti à ce que l'ensemble des communications se fasse sur le prix des appareils et sur la technicité des appareils, et qu'on oublie et qu'on fasse passer au second plan l'audioprothésiste et sa prestation. On a été dénigré dans les médias, dans les journaux, dans la presse, un peu partout. Et donc, avec l'UIS, il y a 10 ans, et avec tout le SDA, on a réagi. On a fait des travaux, des études, et on a fait passer des idées assez fortes, qui nous paraissaient fortes et qui sont peut-être évidentes pour vous, que le problème n'était pas le problème du prix, puisque c'était constamment mis en avant, mais que le problème était le problème du remboursement. On a montré qu'à l'étranger, les prix étaient similaires, et qu'il fallait donc plutôt regarder les remboursements que les prix. Et puis, deuxième idée importante, qu'on ne délivre pas, on ne vend pas des appareils, mais on délivre une prestation qui est basée sur un appareil. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que quand on s'attaque au prix, on s'attaque directement à la prestation. Si on rogne le prix, on rogne la prestation. Voilà. Donc il a fallu faire passer ces idées de différentes façons, notamment avec un tas d'études. Et on a réussi à convaincre les pouvoirs publics, les autorités, les administrations. Et ça a abouti d'abord à une lettre de soutien de Nicolas Reviel en 2016. Alors, je n'ai pas mis les dates, on m'a dit qu'il ne fallait pas les mettre, mais toutes les attaques qu'on a subies, c'est le début des années 2010, à la même période avec une enquête de l'autorité de la concurrence, donc qui voulait nous placer vraiment dans le champ de la concurrence. Et donc, c'est seulement en 2016 et 2017, avec la promesse présidentielle du RAC 0, qu'on a abouti à ce 100% santé, qui a été négocié à partir de 2018. Voilà, donc ça a duré, j'insiste un petit peu là-dessus, parce que souvent on entend le syndicat, qu'est-ce que vous faites, il ne se passe rien, et en fait, on fait plein de choses, mais c'est des séquences qui peuvent prendre quasiment 10 ans avant d'aboutir. Donc aujourd'hui, la profession est connue, les résultats sont bons. Alors ils sont bons entre guillemets, ils sont bons parce qu'on a vu le nombre de patients considérablement augmenter, donc c'est bien pour les patients, c'est bien pour la santé publique, c'est bien pour nos affaires aussi. Est-ce que les résultats sont bons du point de vue qualitatif? C'est une autre question. Alors les pouvoirs publics avaient envisagé cette question, évidemment, en nous disant on va valoriser votre prestation, on va mettre en place la classe 1. En échange, il faudra qu'on s'assure que parce qu'on a parlé du découplage ou de la dissociation, les pouvoirs publics nous ont dit en échange, il faut qu'on vérifie cette prestation. Donc, on devrait transmettre les suivis, les comptes rendus et des questionnaires de satisfaction qui n'existent pas encore. Ça, c'est ce que les autorités nous ont demandé de faire. Nous, de notre côté, il va peut-être falloir qu'on travaille aussi sur la prestation, le temps qu'on y passe, qu'on en mesure les bénéfices, qu'on voit ce qu'elle apporte. Et de ce point de vue, je pense que ça peut aussi être des sujets de mémoire. Moi, j'aime bien les sujets de mémoire qui changent un petit peu des débruiteurs et des anti-Larsen. Donc, si on peut montrer l'apport de la prestation, ça sera des choses utiles, bien sûr des études cliniques, des statistiques, etc. On continuera du côté du SDA à documenter tout ça.
Et puis, troisième point, ça marche, mais ça marche tellement bien que ça attire tout le monde. Ça ravive des appétits. Ça avait commencé, mais là, on a des appétits de plus en plus grands. Des mauvaises pratiques, des dérives, des fraudes, heureusement limitées, mais il y en a malheureusement. On voit réapparaître l'itinérance. On a des plateaux techniques qui peuvent être un peu douteux parfois. L'exercice illégal des filières pour obtenir des diplômes, etc. Vous connaissez tous ces problèmes, vous êtes très très préoccupés, vous êtes nombreux à nous écrire, à nous en parler. Les pouvoirs publics, enfin en tout cas, le comité de suivi a demandé à la DGCCRF de faire une enquête qui a eu lieu en 2021-2022. Elle sera reconduite. La CNAM, de son côté, qu'on interpelle régulièrement, va également faire des contrôles. On espère que les ARS se bougeront. Elles manquent de moyens en général. La conclusion, c'est est-ce que la réforme est allée assez loin? Est-ce qu'on a assez encadré? C'est une réussite, certes, mais est-ce qu'elle est suffisante? Et donc, qu'est-ce qui va nous rester à faire? Il nous reste plein de choses à faire, ça ne s'arrête pas là. On a besoin de toutes vos idées aussi, si vous y travaillez. Il va nous rester à avoir le décret de compétences, notamment par rapport à l'exercice illégal et aux délégations de tâches qui sont faites de manière un petit peu sauvage. La charte des bonnes pratiques, la code de déontologie, ça passera peut-être par un ordre pour y arriver. Bien sûr, le plateau technique, c'est un décret qui date de 1985. Et j'ai entendu aujourd'hui des sujets sur tout à l'heure, ne serait-ce qu'à l'instant, la localisation spatiale. Est-ce qu'il faut imposer un nouveau plateau technique et imposer une solution technique, par exemple, pour faire ce type de test, ou la vocale dans le bruit? Il y a les questions de la formation. Là, Mathieu et le collège ils travaillent et on s'associera à eux, mais on avoue qu'on est un petit peu au second plan sur ces sujets. Le problème de l'information, on a toujours été très favorable à des campagnes d'information sur le travail, sur le métier. En revanche, on se bat contre les publicités qui ne mettent en avant que le produit et le prix. Donc il y a des limites, il va falloir encadrer ça. Bien sûr, le sujet des EHPAD, les prestations à distance, etc. Voilà, donc si j'en ai oublié dans la liste, elle n'est peut-être pas exhaustive, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous faire part de vos réflexions, de vos préoccupations sur le site du syndicat. Alors, comment on travaille? J'ai voulu faire quelque chose un peu pratico-pratique, enfin, expliquer aussi un peu, parce que, comme je vous l'ai dit, souvent on me dit on ne voit pas ce que vous faites. On voit que c'est bien, mais on ne voit pas ce que vous faites ni comment vous le faites, et puis c'est long. Alors comment on fait? On écrit au pouvoir public, régulièrement, aux politiques, on les rencontre, on demande à les rencontrer quand ils acceptent. On est beaucoup plus visible aujourd'hui, c'est plus facile qu'il y a 10 ans. On est auditionné dans le cadre d'enquêtes, ça peut être l'IGAS, ça peut être la Cour des comptes, les commissions du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Donc on répond évidemment à toutes ces auditions. On a participé à toutes les réunions, bien sûr, donc pour mettre en place la convention et le devis normalisé et, j'en ai oublié un, la nouvelle nomenclature avant la convention. On répond bien sûr aux journalistes, de tant qu'on peut. Ça permet de faire passer des petits messages au passage. Journalistes, je parle des journalistes grand public. Toujours mettre en avant la prestation, mettre en avant le professionnel. Et puis, on ouvre le débat, et là, vous pouvez aussi les lire facilement sur notre site avec des communiqués de presse pour interpeller les pouvoirs publics, les autorités. Nos 3 derniers communiqués de presse parlaient du parcours de soins, de la prévention, du modèle des autres professionnels de santé, qui peut être éclairant pour nous, inspirant, et puis la question que tout le monde pose, faut-il un ordre pour parvenir à nos fins? Voilà, donc on ne va pas les lire ici, vous les trouverez sur le site. On y rappelle et on s'appuie sur les rapports de l'IGAS, notamment. Donc là, j'ai juste mis en rouge les mots-clés, santé publique, parcours de soins, la recommandation numéro 16 de préciser par décret les compétences respectives des audioprothésistes et des assistants, fixer les règles professionnelles, voilà, on s'intéresse à la publicité, à la répartition territoriale et à la question de l'ordre. Deuxième axe d'action pour le syndicat, on s'occupe aussi de nos ouailles, et ça de différentes façons. Alors on a une veille juridique, donc on lit évidemment tous les dossiers, les rapports, les enquêtes, on lit la presse, on lit à peu près tout ce qui paraît, ça fait beaucoup de choses à lire, les dossiers parfois sont longs, on les analyse, et on vous restitue ça à travers des newsletters. Il y en a eu 47 depuis le dernier EPU. On a également une foire aux questions sur le site
qui répond à toutes les questions plutôt d'ordre législatif. Et puis, on va devoir aussi parfois interpréter des textes et discuter avec les uns et les autres de la façon de lire le texte, parce que tant qu'il n'y a pas de jurisprudence, ce n'est pas toujours facile, donc on peut orienter. Et notamment la nouvelle nomenclature, la convention ou l'enquête de la DGCCRF. La foire aux questions, vous la trouvez sur le site, elle n'est pas forcément hyper visible, elle est sur l'onglet audioprothésiste, un petit peu plus bas. Et à titre d'exemple, voilà un travail qui est en cours sur l'enquête de la DGCCRF. C'est une enquête qui a porté sur les opticiens et les audioprothésistes. Malheureusement, la DGCCRF a tiré des conclusions sans séparer les deux professions. Donc on a trouvé qu'on était un petit peu amalgamés, on en est un petit peu déçus. On leur a demandé pour la prochaine de nous séparer ce qui devrait se faire, puisqu'il y aura une prochaine enquête en 2023. Alors, en reprenant les chiffres qui se situent dans l'annexe et en travaillant un peu ces chiffres, on voit que seulement 3 procès-verbaux, donc les procès-verbaux c'est les suites répressives, avec des procès-verbaux administratifs ou pénaux, ne concernent que 2%, moins de 2% des audioprothésistes qui ont été contrôlés. Donc, la situation n'est pas encore catastrophique, même si tout le monde en parle. Au passage, je souligne que la DGCCRF excuse un petit peu certains audios indépendants qui ont peu d'informations. Je vais passer vite, ça va. Voilà. Et alors pour ce qui est des chiffres un peu plus précis, nous avons identifié 7 manquements qui étaient présents chez 10%, au moins 10% des audioprothésistes contrôlés, et qui sont des manquements qui nous paraissent assez faciles à corriger. Donc pour 2023, on aimerait bien moi j'aimerais, au nom du syndicat, que ces manquements disparaissent. Puisque la phrase relative à la communication d'un devis, il suffit de l'afficher sur la vitrine, c'est très facile. La description des audioprothèses incomplètes, c'était simplement parce que les logiciels n'étaient peut-être pas encore tout à fait prêts, nos fiches techniques n'étaient pas encore tout à fait prêtes pour qu'on intègre la totalité des informations dans nos devis. La mention Blocktel, c'est pour ceux qui ont un site internet, etc. Donc ces manquements-là, on va vous les restituer, on va les analyser et vous aider à réparer, enfin en tout cas à ne plus faire ces erreurs. Parce que ce qui nous intéresse, c'est les vrais problèmes. Et les vrais problèmes, c'est 5,5% des devis dans lesquels le nom de l'audioprothésiste n'est pas indiqué. Et puis, le défaut de qualification. Alors, c'est une façon un petit peu polie de nommer l'exercice illégal. Quand on lit le rapport, il est quand même clairement cité, l'exercice illégal. Bon, je ne vais pas vous lire toute la phrase, mais... j'ai des feuilles devant. Ces pratiques sont susceptibles de constituer des délits d'exercice illégal de la profession que les ARS sont chargés de contrôler. Des signalements au titre de l'article 40 du Code de procédure ont aussi été adressés au parquet, principalement pour des soupçons. Donc il se passe des choses quand même si vous avez l'impression que ça ne bouge pas, il se passe des choses simplement. Après, c'est la justice qui prend le relais et ça peut être encore assez long avant d'être traité. Si l'année prochaine, on est irréprochable, en tout cas tous ceux qui travaillent bien sur les petits manquements et qui sont pas préjudiciables vraiment, on ne verra que ça. Et là, ça sera important et je pense que ça peut aussi faire bouger les pouvoirs publics. Alors, ce qu'on fait ensuite pour vous, après la foire aux questions et l'analyse de documents, ça peut être des conseils un peu plus individualisés, c'est-à-dire que parfois sur la foire aux questions, vous ne trouvez pas l'info, ou alors elle nécessite une interprétation, vous n'êtes pas sûr. Alors j'ai mis 2-3 exemples. Des demandes, on a une vingtaine de demandes par mois qu'on traite par mail. Parfois on met un jour à répondre, parfois on met un mois, ça dépend de l'actualité, je m'en excuse. Voilà, des exemples. Est-ce que quelqu'un qui a eu un appareil il y a moins de 4 ans peut avoir une BHA aujourd'hui ? Je peux répondre oui, il peut, puisque ce n'est pas la même nomenclature. La BHA a sa propre nomenclature, BHA, BHS, donc c'est possible. Mais je ne vais pas répondre à toutes les questions. La garantie de conformité, la garantie de 4 ans, c'est une garantie de conformité ou est-ce que c'est une garantie commerciale? Et dans ce cas-là, ce ne sont pas les mêmes conditions. Il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre, évidemment. Donc on va demander à nos juristes aussi de regarder ça. On fait des sondages, ça c'est pour recueillir votre opinion. Donc même si vous ne nous écrivez pas pour nous dire ce que vous pensez, on se rencontre, on discute, nos administrateurs nous font remonter de l'info, mais de temps en temps, quand on a le temps, on fait un sondage. Voilà le sondage dont on n'avait pas publié les résultats, fait je crois au mois de juin, sur les priorités pour vous.
donc du rapport IGAS. La première priorité, en fait, on vous avait demandé de les noter de 1 à 10. On a là répertorié celles qui ont une note supérieure à 8. Donc la première, c'est de préciser par décret les compétences des audioprothésistes, le fameux décret de compétences. La seconde, tout le monde la connaît, c'est le problème de la primo-prescription. Je crois que c'est la seconde, oui. La troisième, c'est les règles professionnelles, et ainsi de suite. Peut-être on vous donnera ces résultats dans une newsletter, sûrement même. Le sondage qui est en cours actuellement et qu'on n'a pas encore vraiment analysé, qu'on voudrait comparer au sondage qu'on avait fait en, j'ai oublié la date, 2018, sur l'accès à l'ORL. On avait cet après-midi 624 réponses. Alors, sur l'accès à l'ORL en termes en géographie, ça passe à peu près, ça passe même très bien, puisque moins d'une demi-heure pour les Parisiens, c'est rien du tout. Pour nous, une demi-heure, ça peut commencer à compter, mais moins d'une demi-heure pour 80% des ORL, ça va. En revanche, sur les délais, on a quand même plus de 60% des ORL qui ont un délai de rendez-vous supérieur à 3 mois. Donc, pour un bouchon, pour une surdité brusque, on va me dire, oui, mais une surdité brusque, vous nous appelez, on va le voir plus vite. Ouais, pour un bouchon, c'est pas sûr. Et pour un appareillage, non plus. Voilà, donc on va s'appuyer un petit peu là-dessus. Il y aura aussi d'autres éléments. Il y a une question qui a été posée sur l'impact, et c'est impactant pour la majorité d'entre vous. C'est pas étonnant. Voilà, donc on vous donnera des résultats au cours d'une newsletter. Qu'est-ce qu'on fait encore pour nos adhérents? On fait un petit peu comme le collège, on fait un congrès qui aura lieu en début d'année prochaine. C'est un peu différent. Ça nous permet d'échanger, d'informations et puis de voir nos fournisseurs. Il aura lieu les 16 et 17 mars, donc au Palais des Congrès, à Paris. Vous pouvez déjà réserver la date. Et puis, le dernier point, qui sommes-nous et comment on fait tout ça? Parce que vous connaissez beaucoup Luis, je pense, donc qui est désormais le pauvre vice-président, mais qui a été à la manœuvre pendant 10 ans et sans qui rien n'aurait été fait. Donc on a switché un petit peu nos titres dans la première ligne. On est tous bénévoles, on est 21, ça prend beaucoup de temps et on n'est pas rémunéré, on est défrayé quand même pour nos déplacements. Voilà, donc c'est un travail important. On est 8 au bureau, j'ai mis les noms, vous pouvez les lire. On a une responsable administrative, une seule salariée, qui est Stéphanie, que vous avez vu, qui tient le stand à l'accueil. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on ne sait pas ou quand on a besoin, quand ce n'est pas nos compétences, on fait appel à des prestataires externes. Voilà. On est répartis à peu près sur tout le territoire, avec différentes enseignes. Ça va nous permettre... Il nous manque peut-être quelqu'un du côté de la Loire-Atlantique, mais ça va nous permettre de siéger dans les commissions paritaires régionales. Voilà. Et pour finir, ce n'est pas une faute sur le PowerPoint, votre soutien nous est indispensable. Il y a bien sûr l'aspect financier, mais c'est aussi la représentativité. On est près de 1000 audioprothésistes, on est le seul syndicat on est près de 1000 adhérents, pardon. On est le seul syndicat d'audioprothésistes diplômés, donc si vous voulez adhérer et défendre la profession, il n'y a pas le choix, c'est chez nous. Et plus on est nombreux, plus on va être représentatif de la profession. Donc on va essayer de dépasser les 1000. Voilà. Les adhésions sont à l'année civile, donc elles sont bouclées pour cette année. On a fermé les adhésions, on a quelques supporters qui ont encore adhéré ces jours-ci, mais j'espère qu'ils ne se sont pas trompés, que c'était vraiment du soutien pour l'année 2022. Là, aujourd'hui, on a clos la possibilité d'adhésion en ligne. Vous devez donc noter sur vos agendas, à partir du 2 janvier, peut-être même à partir du 1er, mais enfin c'est un jour férié, vous pouvez adhérer, nombreux, pour nous soutenir. Voilà, merci.